bonjour à tous. Merci de votre participation pour cette session. Merci à Next Décision pour cette invitation. Donc, peut-être un petit mot d'introduction de ma part avant de commencer. Donc, je suis Aurélie Branchevik-Soé, je suis manager sales et opérations chez Lucanet France. Lucanet, c'est une solution de pilotage de la performance financière, partenaire de Next Décision. Et chez Lucanet, on est tous des fonctionnels, donc on vient de la fonction finance, donc je ne déroge pas à la règle. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la clôture financière, vous expliquer un petit peu, vulgariser un petit peu le périmètre, les enjeux, la complexité et comment la DSI peut aider la direction financière à répondre à ces enjeux. Donc l'idée, c'est de faire un petit peu le tour avec vous pendant cette trentaine de minutes. Déjà, on va reprendre un petit peu la base. Qu'est-ce que la clôture financière ? Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi un outil comptable, finalement, ne répond pas à cette problématique? Pourquoi un outil de BI n'y répond pas non plus? Et finalement, qu'est-ce que ce serait la solution en face pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces problématiques liées à la clôture financière? Alors, si on prend un petit peu de hauteur et qu'on se dit quel est finalement le périmètre, en fait, déjà, la clôture financière, c'est une notion de validation. C'est le fait d'approuver des comptes sur une période écoulée, que ce soit le mois, le semestre, l'année. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça implique le fait de vraiment clore les comptes et de faire une clôture financière propre? C'est aussi d'avoir une vision globale de la performance du groupe. Une vision globale, ça veut dire une vision sur l'ensemble de mes états, que ce soit le PNL, où on dit aussi le compte de résultat, qui me permet d'élaborer la performance de la période écoulée, que ce soit le mois, le semestre ou l'année. Le bilan, d'autre part, qui me donne une vision patrimoniale. Et enfin, le TFT, donc le tableau de flux de trésorerie, qui me permet d'avoir une vision de l'impact cash de la performance de cette période. Donc, il faut que j'ai une vision globale sur ces trois états. Et puis, il faut que j'ai une vision globale de mon périmètre, c'est-à-dire toutes mes sociétés, toutes mes devises, si j'en ai. Et puis, ma vision, elle doit être plurielle parce qu'on peut parler effectivement de données comptables, mais l'idée, c'est que j'ai aussi une vision de données de gestion pour que je puisse parler avec mes opérationnels, avec le terrain, qui ne sont peut-être pas des purs financiers et qui ont aussi besoin d'avoir une vision sur la clôture. Donc, il faut que j'ai une vision également gestion. Il faut que j'ai une vision sociale pour pouvoir parler avec mes banquiers, avec mes actionnaires, avec mes différentes parties prenantes qui ont besoin d'avoir une vision sociale. Et puis, une vision consolidée. Alors, quand on parle de consolidation, ce n'est pas simplement une simple agrégation, c'est statutaire, c'est une consolidation statutaire qui implique d'avoir une vision du groupe, mais retraitée de tous les événements statutaires qui peuvent fausser ma vision économique de l'ensemble de mes entités si je les regardais de manière indépendante sur leur performance. Donc, il faut valider, il faut avoir une vision globale et puis finalement, avec tout ça, il faut pouvoir mettre au regard, c'est-à-dire comparer avec le réel passé et avec le prévisionnel. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, finalement, pourquoi c'est compliqué? Et pourquoi ça prend autant de temps à vos directions financières et pourquoi ça fait des nœuds au cerveau à pas mal d'entre eux? Et déjà parce qu'en fait, sur l'ensemble de ce processus, le fait de valider, ça implique qu'il y a des contraintes réglementaires qui sont en face. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des écritures réglementaires à passer. Il y a une notion de pression, de respect des deadlines. Et surtout, comme on approuve les comptes, il y a une notion de fiabilité et de traçabilité de la donnée financière qui doit être absolument irréprochable. Donc déjà, ça, c'est les contraintes de la validation de mes données. Après, quand on parle de globalité de ma vision, de ces trois états dont on a parlé, du PNL, du bilan, du TFT, pourquoi c'est compliqué en fait de les produire? Parce qu'en face, il faut qu'il y ait une logique métier-finance intégrée. C'est-à-dire qu'il y a une parfaite cohérence de mes chiffres entre cette vision de ma performance, de mon patrimoine et de mon impact cash. Et donc, il y a une interdépendance entre ces éléments. Globalement, quand je passe une écriture, elle aura forcément un impact sur un de ces trois. D'accord. La notion de périmètre, pourquoi c'est compliqué? Parce que le fait d'avoir plusieurs sociétés, peut-être même plusieurs activités, ça implique que je vais avoir un devoir d'harmonisation. Alors, à la fois de l'harmonisation, par exemple, des plans de compte, si je n'ai pas des plans de compte communs, d'harmonisation de la donnée, il est possible aussi que mes sources, elles ne soient pas les mêmes, et puis d'harmonisation aussi des visions, parce que peut-être que toutes les sociétés ne regardent pas leur performance de la même manière, mais moi, je vais avoir besoin d'avoir une vision globale et harmonieuse de ma donnée. Et puis, le fait de pouvoir intégrer toutes mes sociétés, c'est que si j'ai de la notion de devise, il va falloir que je puisse avoir cette notion de conversion de devise qui va en face et qui implique un certain traitement un petit peu réglementaire. Et enfin, cette pluralité de visions dont on a parlé, gestion sociale et consolidée,
Pourquoi là aussi c'est compliqué? Parce qu'en fait, ma seule donnée comptable ne me suffit pas. Ma donnée comptable, il va falloir que je l'enrichisse pour passer des ajustements de gestion, pour passer des allocations extra-comptables, pour faire des reclasses de gestion qui me permettent d'avoir une vision plus business. Et puis pour ma consolidation, c'est pareil, il va falloir que j'enrichisse pour pouvoir passer des retraitements de consolidation, des éliminations interco, etc. Donc, il faut que j'enrichisse ma donnée. Et cet enrichissement de ma donnée me permet aussi de pouvoir avoir, je me dois d'avoir aussi un parallélisme de mes présentations, c'est-à-dire de pouvoir avoir une vision plurielle de ma donnée. Et enfin, quand on parle de comparaison, pourquoi là aussi on a des problématiques à mettre en face? Parce que quand on parle de comparer avec le passé, la première chose qui nous vient, c'est de dire de comparer avec la période précédente, par exemple le M-1 ou le N-1. Mais se comparer avec le passé, c'est aussi se comparer avec le passé de mon organisation, de mon groupe. Et donc peut-être que j'avais des périmètres qui ont bougé, peut-être que j'ai une notion de newbies, peut-être que j'ai une notion de périmètre constant. Donc ça aussi, c'est des comparaisons qu'il faut embarquer et sur lesquelles il faut qu'on soit hyper agile. Et la comparaison avec le prévisionnel, pourquoi là aussi ça pose des problèmes? Parce que, en l'occurrence, en général, le prévisionnel, on le fait à une maille différente de celle à laquelle j'ai mon réel. Et donc là aussi, il faut pouvoir mettre en face les éléments concordants pour que ça ait du sens et puis pour que je puisse faire des comparaisons pertinentes. Excuse-moi, Aurélie, c'est Mohamed. Je découvre le sujet de la clôture financière. Oui. Si j'ai bien compris, il y a une dimension assez importante de processus, on va dire, au niveau de la clôture financière. Du coup, j'imagine qu'on va mettre autour de ces processus pas mal d'acteurs. Est-ce qu'on va avoir que les comptables autour de ces processus ou ça va plutôt s'élargir à d'autres personnes et à d'autres types d'acteurs autres que les comptables? Tout à fait. En fait, l'idée, c'est que la compta, ça va être la source. Donc, effectivement, les comptables, ils vont être complètement partie prenante, au moins de la clôture comptable. Mais autour, je vais aussi avoir des contrôleurs de gestion qui, eux, vont avoir une vision plus business, qui vont peut-être d'ailleurs pouvoir détecter les incohérences et puis que ça puisse retomber sur la compta. Et puis, je vais avoir aussi mes consolideurs. Je vais peut-être avoir des trésoriers, si jamais j'en ai au sein de mon organisation. Donc, ça, c'est vraiment toute la direction financière embarquée. Et je peux même aussi potentiellement avoir des externes. D'accord, ah oui, ok. C'est clair. Et donc finalement, l'idée, c'est de se dire pourquoi dans l'environnement SI existant, j'ai besoin d'avoir un autre outil. Pourquoi je ne peux pas me débrouiller avec ce que la plupart des entreprises ont de manière innée. Alors, c'est ce qu'on va regarder ensemble. En fait, globalement, dans ma société, j'ai probablement un outil comptable, un ou des outils comptables. Et puis, je peux avoir des outils de BI. Et l'idée, c'est de dire pourquoi ces deux-là, ils ne remplissent pas en fait le rôle que l'on veut atteindre. Alors, un outil comptable, déjà, il ne va pas me permettre d'agréger différentes bases ou différents systèmes sources. En gros, si j'ai plusieurs sociétés sur plusieurs systèmes comptables, ça ne marche pas. Et puis, si j'ai plusieurs bases à l'intérieur d'un même système comptable, là aussi, je ne vais pas réussir à agréger. Cette agrégation, même si j'ai mis en place, par exemple, un corps modèle, ça, ce serait un projet SI un peu lourd, fastidieux, c'est chronophage, ça demande aussi beaucoup de ressources économiques et humaines. Et ça, si jamais j'ai mis en place un corps modèle, ça implique aussi d'avoir fait une uniformisation, c'est assez intrusif. Et puis quand j'ai des nouvelles sociétés, par exemple, qui rentrent dans mon périmètre, je ne suis pas réactif. Donc ça ne peut pas marcher. Déjà, je ne peux pas agréger mes différentes données comptables. Ensuite, un outil comptable, ce n'est pas fait pour faire de la navigation et de l'analyse. Je ne vais pas pouvoir comparer mes données, je ne vais pas pouvoir les analyser, je ne vais pas pouvoir les mettre en relief avec d'autres données. Ce n'est pas fait pour ça. Dans un outil comptable, je ne vais pas non plus pouvoir me comparer avec d'autres scénarios, avec mon BP, avec mon forecast, avec les différents scénarios que je vais pouvoir avoir. Et puis, je n'aurai pas d'exhaustivité de la donnée parce que, comme on vient de le dire, en fait, ce n'est pas que la compta qui me permet de faire ma clôture financière. Ma donnée comptable, il va falloir que je l'enrichisse et je vais faire des retraitements extra-comptables, par exemple de gestion, par exemple de social ou de consolidation statutaire. Donc, finalement, ça ne remplit pas le rôle dont on est en train de parler. Et si on regarde en face de ça l'outil de BI, l'outil de BI, oui, l'agrégation des différentes bases de données, des différentes sources, ça, il va savoir faire. La navigation et l'analyse, complètement, il est fait pour ça, donc il n'y a pas de problème. La comparaison avec d'autres scénarios, ça va être possible aussi dans un outil de BI. Par contre, ce qui ne va toujours pas être possible, c'est le fait de pouvoir
réenrichir la donnée de données extra-comptables, notamment quand elles sont statutaires et qu'elles impliquent une certaine réglementarité derrière. Je ne vais pas avoir de logique métier finance intégrée. Ça, c'est un petit peu le pendant. C'est-à-dire qu'un outil de BI, il ne va pas avoir une notion de débit égal crédit, de cohérence entre mes 3 fameux états dont on a parlé, PNL, bilan, TFT. Il ne va pas me permettre de produire des écritures automatiques de retraitement ou d'ajustement, de convertir mes devises, etc. Ça, c'est vraiment un processus métier finance qui ne va pas être, ce n'est pas le job d'un outil de BI. Il ne va pas me permettre non plus d'avoir une grande agilité en termes de maintenabilité. C'est-à-dire que quand je vais avoir différents plans de compte qui vont s'intégrer, quand je vais avoir un nouveau compte qui va arriver, il va falloir que j'ai une autre administration pour pouvoir le réintégrer dans mon outil de BI. Donc, ce n'est pas très maintenable. Et puis, j'ai des interdépendances qui vont être un petit peu faiblardes aussi. C'est-à-dire que même si je poussais le vice loin et que j'arrivais à structurer un PNL, un bilan et un TFT dans un outil de BI, j'aurais des interdépendances financières qui nécessiteraient d'avoir une tonne de contrôle à côté pour être sûr que tout est bien équilibré. Et enfin, je vais manquer en fait de réactivité business et d'autonomie parce que je vais être fortement dépendant d'experts pour justement réorganiser les données, réorganiser les périmètres. On parlait tout à l'heure, par exemple, de proforma, de périmètre constant. Ce n'est pas quelque chose qui va être à la main en termes de configuration, à la main de la direction financière. Donc, je vais être dépendant soit de ma DSI, soit d'experts externes ou d'experts internes, mais en tout cas techniques pour pouvoir ajuster tout ça. Donc, finalement, un outil comptable, ça ne répond pas. Un outil de BI, c'est que partiel, mais donc finalement, ça ne répond pas non plus. Et donc, l'idée, c'est de dire, c'est quoi la solution? La solution, c'est un outil de FPM, c'est-à-dire un outil de pilotage de la performance financière. Et qu'est-ce que c'est qu'un outil de FPM? C'est un outil qui va nous permettre justement d'intégrer l'intégralité de mes processus au sein d'une seule et même solution. Et donc, quand on prend l'exemple de Lucanet, par exemple, ça va nous permettre d'une part de collecter la donnée. Là, j'ai un rôle d'agrégateur, de faire ma clôture financière, donc c'est tout ce qu'on a dit, d'enrichir ma donnée, de faire des retraitements, des allocations, des ajustements, de pouvoir faire de la planification, c'est-à-dire de me projeter, de créer du prévisionnel, quelle que soit la maille. Ça peut être mon budget annuel, mon BP, mon atterrissage, mon rolling forecast, etc. Et in fine, de pouvoir au sein de cette même solution, de pouvoir faire du reporting, des analyses, du contrôle de gestion à proprement parler, c'est-à-dire de croiser toutes ces données. Donc ça, c'est vraiment un outil de FPM. Et cet outil de FPM, dans l'architecture SI, comment il fonctionne? En fait, il va être à la croisée des deux mondes dont on vient de parler. C'est-à-dire qu'en bas, je vais avoir mes différentes sources transactionnelles. Ça pourrait être, là, dans mon exemple, c'est de la compta, parce que Lucanet va majoritairement se baser sur de la compta. Mais dans l'environnement ici, on a plein de systèmes transactionnels. Donc là, l'idée, c'est qu'on va se dire que Lucanet va être au milieu. Alors là, c'est le cube multidimensionnel de Lucanet. Et puis, je pourrais intégrer différentes sources de données. Je pourrais intégrer des soldes, des Excel, si j'ai des comptabilités externalisées, par exemple, ça arrive, où je peux directement intégrer du transactionnel, par exemple avec l'intégration du grand livre, là où j'ai toutes les transactions, ou le fait de me plugger, par exemple, directement sur mon ou mes systèmes comptables. Là, l'idée, c'est qu'on ne va pas venir surcharger le cube multidimensionnel de tout le détail transactionnel qu'on aura dans notre source. Donc, en fait, on va mettre une couche de données intermédiaire classique, qui va être une base de données relationnelle quelconque, qui va être alimentée de tout le détail transactionnel nécessaire pour Lucanet et qui va venir alimenter le cube multidimensionnel. Après, pour l'utilisateur, ça doit être transparent, c'est-à-dire qu'il est dans son cube, mais il peut zoomer sur les différentes transactions et écritures comptables. Et puis après, dans le cube, on fait tout ce qu'on a dit, des retraitements, des ajustements, des éliminations, du budget, des comparatifs, etc. etc. Mais l'idée, c'est que cet outil-là, ce FPM, ce n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire qu'il est ouvert en entrée, mais le but, c'est aussi qu'il soit ouvert en sortie et qu'il puisse alimenter d'autres outils. Par exemple, Excel évidemment, mais aussi par le biais de d'autres bases de données relationnelles, par exemple des outils de pure data visualisation ou de BI à proprement parler, tels que Power BI, Click, Tableau, tout ce genre de solutions que vous connaissez très bien. Et puis aussi des outils éventuellement de disclosure management. Là, c'est juste pour vous montrer comment ça s'imbrique dans l'environnement. Aurélie, c'est encore moi. Ne le prends pas pour une question piège. Là, ce que tu as décrit et surtout le terme FPM m'a fait penser aussi à l'EPM. Et en plus, quand tu as commencé à parler de Cubolab et des composantes comme ça, certains outils de PM qui reposent justement aussi sur des Cubolab
bah voilà, ça m'a fait penser à ça. Il y a une différence, c'est la même chose, non? Tout à fait. Alors, c'est une bonne question. En fait, l'EPM, c'est la grande famille. Hein. Donc, dans l'EPM, il y a plein de choses. Et il y a notamment le FPM. En fait, l'EPM va permettre d'avoir justement des cubes OLAP qui vont permettre de collecter toute une grande diversité de données et de pouvoir jouer avec la puissance d'un cube multidimensionnel dans toutes ces données qu'elle va venir collecter. La spécificité du FPM, c'est que EPM, en fait, c'est le pilotage de la performance d'entreprise et le FPM, c'est le pilotage de la performance financière. Donc là, c'est là où on est vraiment dédié finance, c'est-à-dire que nous, le rôle, c'est de processer la donnée financière et justement avec toutes les contraintes dont on a parlé en amont, qui sont peut-être pas la même chose quand je collecte de la data qui vient de mes sales ou de mes RH, etc. Hein, donc c'est vraiment du coup dédié à la finance. C'est clair, merci. Et Avec plaisir. juste une dernière question aussi, Oui. Aurélie. Tu vois, les flèches bleues, que ce soit les flèches entrantes ou sortantes, en fait, ça fait partie du périmètre Lucanet ou il faut des outils tiers, typiquement les bases ERP, GED et tout ça, il y a une flèche sortante et entrante vers Lucanet. Le Financial Warehouse, ça, c'est qui s'en occupe en fait? C'est qui l'apporte cette flèche? Oui, tout à fait. Tout ça, en fait, tout ce qui est bleu, globalement, c'est Lucanet. Okay, donc, le cube multidim, l'OLAP et l'entrepôt de données, c'est Lucanet. Et en fait, Lucanet a un ETL intégré. Il est là, l'ETL process. Et donc, du coup, tu vas pouvoir intégrer à la fois de la donnée qui viendrait d'un Excel. Et puis, si c'est des interfaces vers des systèmes, en fait, on a un certain nombre d'interfaces standards qui existent. On en a 350 ou 400. Et puis, si c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, bah, on le développe. Hein, donc, tout ça, c'est notre périmètre. La même chose pour les interfaces sortantes. Clair. Parfait. J'en profite, il y a une petite question dans le chat. Est-ce que Lucanet gère aussi des effectifs? Alors, c'est une bonne question et ça rejoint un tout petit peu la question de tout à l'heure. Lucanet pourrait gérer les effectifs, mais ça dépend ce qu'on entend par là. Lucanet, c'est l'outil du financier. Donc, si c'est de la donnée non financière dans le but de pouvoir contextualiser de la donnée financière, faire des KPI, des analyses, oui, bien sûr. Si je veux intégrer mes ETP pour faire des ratios en fonction de je sais pas, de leur profil, de leur service, de leur analytique, oui. En revanche, si on parle de gestion de données RH pour pouvoir faire de la planification extrêmement fine sur des plans de recrutement, etc., ce n'est pas dans Lucanet que ça se fera. Merci. Avec plaisir. Alors, ce sur quoi on voulait aussi vous amener, c'est de vous dire, finalement, quand je choisis une solution de FPM, quelle qu'elle soit, bon, là, j'ai un peu parlé de Lucanet, mais finalement, quel que soit l'outil de FPM, quels sont les éléments sur lesquels la DSI peut aider la direction financière. Et en fait, à notre sens, il y a plusieurs aspects. Déjà, le premier, c'est le fait de choisir une solution qui soit vraiment finance, qui soit pensée et développée par des financiers et qui, du coup, intègre tous les paramètres spécifiques à la fonction finance, tels que, par exemple, la gestion du report à nouveau, la gestion des devises, la gestion des équilibres financiers, des principes d'écriture en partie double. Tout ça, c'est quelque chose qui doit être inné déjà dans la solution pour éviter de repenser la roue à chaque fois. Et ça permet aussi, surtout, de faciliter la mise en œuvre et la maintenance de la solution. Et même si on choisit une solution qui est pré-paramétrée finance, il faut faire attention d'avoir une solution qui soit quand même assez souple en face pour pouvoir répondre aux besoins et aux adaptations demandées de mes utilisateurs finaux, qui est la direction financière, sans pour autant avoir besoin de faire appel à du spécifique. Donc déjà, choisir une solution finance. C'est là où d'ailleurs ça fait la différence avec de l'EPM. Ensuite, l'autre critère différenciant, c'est de choisir une solution qui puisse rendre la DAF autonome. Il faut que la direction financière, elle soit maître de sa solution, qu'elle ait la main sur sa solution et qu'elle soit autonome à la fois dans l'exploitation, donc ça va de soi, mais aussi dans sa maintenabilité et dans son évolution. Ça permet qu'il n'y ait pas de dépendance entre la DAF et vous, enfin la DSI, ou bien des consultants extérieurs, ou bien même s'ils sont internes, des consultants spécialisés, que ça reste à la main du métier pour les évolutions. C'est juste plus efficace pour tout le monde. Un autre élément important, et c'est un petit peu ce dont on a parlé juste avant, c'est effectivement de pouvoir miser sur les interfaces. Il va falloir que je puisse avoir des interfaces automatisées pour collecter automatiquement de l'information,
éventuellement de différents systèmes, mais en tout cas que je puisse automatiser ce process et du coup que j'assure une qualité de la remontée de ma donnée. Ça, c'est le fait d'automatiser la collecte, mais aussi le fait d'automatiser la transcodification et le mapping qui permet de servir mes besoins d'harmonisation dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, tout ce processus-là, qui est basé sur des interfaces, doit me permettre d'assurer la traçabilité et l'audit de l'information qui sont nécessaires dans tous ces processus financiers. Donc, on a parlé de solutions finance, d'autonomie, d'interface. Il faut ensuite opter pour de la standardisation. Alors, pourquoi? Ça peut paraître bridant. En fait, l'idée, pourquoi on vous dit ça, c'est aussi de challenger un petit peu la direction financière et l'aider à se projeter dans le run. C'est-à-dire de l'amener à se poser des questions sur la pertinence des besoins qui sont exprimés avant de se lancer dans une complexification du modèle de données ou dans des développements spécifiques. Donc, la DAF, là encore, elle doit rester indépendante vis-à-vis des experts techniques. Donc, plus c'est standard, plus elle est autonome. Et ça va aussi permettre de réduire considérablement le TCO global du projet. Donc, la standardisation va aussi permettre une pérennité et une maintenabilité de la solution. Ensuite, il faut essayer le plus possible de choisir une implémentation collaborative. Il faut opter pour un format collaboratif du projet d'implémentation. Pourquoi? Parce que la co-construction de ce type de solution, ça a plusieurs bénéfices. Le premier, c'est évitablement de réduire les coûts de consulting, surtout pour celui qui gère le projet, de garder de la visibilité et du contrôle sur l'implémentation. Et surtout, là encore, on y revient, de pouvoir participer à la montée en compétences des équipes. Donc, tant qu'on peut, il faut choisir une implémentation collaborative. Et là, en fait, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut faire une implémentation collaborative que quand on est dans une solution pensée finance, standardisée et qui permette justement de vraiment parler fonctionnel et non pas technique. J'ai entendu une petite bulle, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une question. Oui, s'il y a une question, j'attendais la fin de la phrase. Donc, la question de Benoît, existe-t-il une fonctionnalité de collecte d'informations via des formulaires type liasse magnitude? Absolument. En fait, j'en ai pas parlé, mais finalement, on a parlé des interfaces automatisées, mais il y a aussi un add-in Excel qui est intégré, qui permet justement de pouvoir gérer du in et du out. Je vais me permettre de revenir peut-être sur ma slide précédente ici. C'est-à-dire que cet Excel-là, il peut me permettre de gérer de la restitution, c'est-à-dire quand je vais produire des états, mais il peut aussi me permettre d'importer. Et ce qui est agréable, c'est que je peux mélanger les deux. Donc, typiquement, je peux complètement à la main créer des templates de saisie qui à la fois collectent de l'information du CANET, de données passées ou de données d'un autre périmètre, etc., me faire de la saisie et de pouvoir envoyer pour faire comme une liasse. Donc, je peux passer par l'Excel add-in, c'est très pratique parce que ça me permet d'avoir la liberté de format d'Excel, mais je peux aussi directement dans l'outil, bien sûr, pouvoir avoir accès à des formulaires directement dans le cube pour saisir de la donnée, par exemple de la donnée de flux. Quand on parle de magnitude, c'est peut-être par exemple à ça dont on fait allusion. Ça répond à la question? Oui, c'est bon pour Benoît. Merci beaucoup. Super, merci, avec plaisir. OK, et dernière chose qui est finalement fondamentale pour la direction financière, c'est de voir grand, mais commencer petit. C'est-à-dire que, bien sûr, quand on aide son directeur financier à choisir un outil, il faut garder le cap sur les besoins prioritaires, sur des solutions qui peuvent nous permettre d'aborder très rapidement les quick wins. Mais il faut aussi penser à l'après. Est-ce que cette solution que je vais choisir, elle va pouvoir continuer à m'accompagner dans les 3 prochaines années, dans mes croissances à venir, dans mes changements de structuration éventuels. Donc, en fait, le seul point d'attention qu'on veut évoquer là, c'est attention de ne pas choisir une solution qui soit trop simpliste et qui ne réponde pas à mon deuxième agenda. Donc, quick wins, qu'on évite vite les bénéfices et que ce soit vite à la main de l'utilisateur, mais en même temps qu'il soit évolutif et qui me permette d'avancer dans le sens de l'évolution de ma structure. Et enfin, pour terminer, l'idée, c'est de pouvoir choisir une solution qui puisse unifier mes visions. Unifier mes visions, pourquoi? Parce que, vous l'avez compris, reporting, consolidation, planification, tout ça, ça repose, ces 3 processus fondamentaux dans le processus financier, mais qui reposent finalement sur une même donnée. Et donc, le fait d'avoir ces 3 processus dans une seule solution, ça va me permettre
ça va permettre à la DAF de gagner en efficacité, d'arrêter de passer du temps chronophage à réconcilier des choses qui sont par nature réconciliables ou de passer son temps à faire des contrôles alors que finalement, quand c'est la même donnée, il n'y a pas la peine de mettre en place des contrôles. Donc, ça me permet de gagner en efficacité pour la direction financière, mais aussi pour la DSI. Et puis, surtout, de gagner en capacité d'analyse, c'est-à-dire que ça permet non pas simplement d'automatiser, de fiabiliser et de sécuriser les processus qui sont faits actuellement, mais qui permettent aussi de pouvoir, parce qu'on est outillé et parce qu'on a tout au sein d'une seule et même vision, une seule et même solution, de pouvoir aller plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Typiquement, du coup, pouvoir faire des budgets consolidés, de pouvoir faire des simulations de consolidation, de changement de périmètre. Tout ça, c'est possible que quand je gère au sein d'un seul outil à la fois le reporting, la conso, que ce soit une conso statutaire ou une conso de gestion, et le prévisionnel, quelle que soit sa maille. Aurélie, Oui. Mohamed, toujours. Je me demandais, en termes de projet, ça représente quoi un projet Lucanet, enfin de mise en place de Lucanet, par rapport à ce que tu as évoqué en termes de préconisation et contraintes aussi? Alors, un projet Lucanet, bien sûr, ça dépend du périmètre, ça dépend de la taille, ça dépend de ce qu'on veut couvrir. Mais en gros, un projet Lucanet classique, c'est une alternance entre des ateliers de travail collaboratifs avec le client et puis des périodes d'intercession lors desquelles le client va poursuivre et donc va prendre la main sur son outil. Et donc, en fait, on alterne ces différents ateliers et un projet classique de Lucanet dans lequel on couvrirait l'ensemble des 3 besoins dont j'ai parlé, reporting, conso et budget. En règle générale, c'est une quinzaine de jours de consulting. Donc, c'est vraiment les jours d'atelier qui se répartissent après, c'est un peu un accordéon en fonction des périodes d'intercession qui sont nécessaires côté client, à la fois pour pouvoir poursuivre l'implémentation, mais surtout face aux contraintes de la direction financière qui peut être à certaines périodes sursollicitée parce que c'est une période de clôture ou parce que c'est une période de budget. Mais en gros, c'est ça l'ordre d'idée qu'il faut garder, c'est une quinzaine de jours de consulting et donc ça peut être sur 3 ou 4 mois maximum. Mais ce n'est pas parce que en fait, on dit qu'on couvre l'intégralité sur cette période-là que dès le début, on n'a pas le bénéfice de la solution. Parce qu'en l'occurrence, Lucanet, on est tout de suite en prod. Donc, on n'est pas dans une implémentation un peu plus classique dans laquelle il y a du travail en chambre, puis de la reprise d'histo, etc. Là, en fait, on fait tout dès le début. Ok, très clair. Merci. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a donné une petite visibilité sur ce processus de clôture financière, sur comment on peut aider à répondre à ces problématiques. Vous avez mes coordonnées. Je vous remercie en tout cas pour votre patience, pour votre écoute et pour votre participation. Et avec plaisir si vous souhaitez aller un petit peu plus loin sur ces sujets.